Bonjour, chers élèves de seconde. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre 6, le modèle britannique et son influence. L'intérêt de ce chapitre va être de pouvoir comparer les deux modèles, le modèle incarné par l'absolutisme à la française et le modèle britannique qui apparaît comme un contre-modèle justement à l'absolutisme. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la monarchie absolue triomphe en France et ce type de régime politique domine alors dans presque toute l'Europe. Attention néanmoins, on utilise le terme de monarchie absolue seulement à partir du XIXe siècle. C'est un terme qui est inventé en quelque sorte par les historiens, mais à l'époque on parle de monarchie tyrannique, on parle également de despotisme, de roi despote, pour qualifier ces régimes où le roi a énormément de pouvoir. L'Angleterre est alors le premier État à connaître une transformation politique profonde et on le voit ici avec ce tableau qui présente la Chambre des communes, un tableau de Hickel. Hickel est un peintre, un portraitiste qui va se mettre au service de nombreuses cours européennes. Il sera notamment le protégé de Marie-Antoinette en France et là, il dépeint ce qui apparaît vraiment comme le symbole de la monarchie à l'anglaise, une monarchie parlementaire, une monarchie tempérée, avec cette Chambre des communes. Après deux révolutions, une première en 1649 et une deuxième en 1688-89, les Anglais instaurent cette monarchie qui a le mérite d'avoir des pouvoirs équilibrés entre le monarque et le Parlement et de garantir les droits fondamentaux de la population. Si on regarde d'un peu plus près ce tableau, on voit en effet que la monarchie est bien présente ici, certainement pas physiquement, le roi et la reine n'apparaissent pas dans cette chambre des communes, justement pour bien séparer les pouvoirs, elle apparaît ici, tout en haut, avec les armoiries de la reine, les armoiries royales. Si on agrandissait, on verrait quelque chose qui ressemble à cela, avec en particulier la licorne, le lion, avec la devise, qui est toujours la devise de la reine, Dieu est mon droit, en français bien sûr, notons au passage que le français au XVIIe siècle est la langue diplomatique, est la langue des grands d'Europe. On a également le blason au milieu, avec l'Irlande qui est représentée ici par la harpe celtique, avec l'Écosse, avec l'Angleterre, et à l'époque, on aurait plus vraisemblablement ce blason-là, avec notamment ici les couleurs de la France, la fleur de lys et le bleu, les couleurs de la monarchie française, pour rappeler les liens familiaux entre les dynasties et pour montrer aussi que l'Angleterre revendique d'une certaine manière le trône de France, en tout cas l'a fait dans l'histoire assez proche. Donc vous avez bien un bouillonnement politique, mais aussi philosophique, scientifique qui accompagne ces révolutions anglaises, qui vont être largement étudiées par les élites européennes, telles Locke, Voltaire, Montesquieu, qui vont réfléchir à un nouveau système politique capable d'agir pour le bien commun, comme dans ce Parlement, comme dans cette Chambre des communes anglaise, où on voit ici le speaker qui anime les débats, là William Pitt qui est le Premier ministre, Prime Minister, vous avez à ses côtés le gouvernement et la majorité, et une opposition, les députés de l'opposition qui lui font face. Et cette configuration de la Chambre des communes est encore une configuration que l'on peut voir aujourd'hui dans le Parlement britannique, ce qui montre sa pérennité et que ça a été vraiment un modèle qui a duré dans le temps. Ils vont s'inspirer en France, évidemment, de ce modèle-là, mais également outre-Atlantique, où les colons anglais d'Amérique se révoltent contre une métropole qui ignore leurs droits. On va donc pouvoir se demander pourquoi et comment l'Angleterre s'impose-t-elle comme un modèle politique au XVIIIe siècle. On verra dans cette première partie un contre-modèle à l'absolutisme, l'Angleterre du XVIIe siècle, et notamment le bras de fer qui va se produire entre le Parlement et la monarchie. En Angleterre, depuis la Grande Charte, qu'on appelle aussi Magna Carta,
telle qu'elle a été conçue en 1215, au XIIIe siècle. Les souverains gouvernent sous le contrôle d'un parlement composé de deux chambres, la Chambre des communes qu'on a vu précédemment, mais aussi la Chambre des lords. Et à ce moment-là, vous avez trois grands principes qui régissent la vie politique. Le premier grand principe, rule of laws, en anglais, le respect de la loi. Chacun, du plus petit paysan jusqu'au roi, doit respecter la loi et agir en conformité avec la loi. Deuxième principe, la garantie des libertés du Parlement. Et troisième principe, l'interdiction faite au roi de lever l'impôt sans le consentement du Parlement. Vous savez que la question de la fiscalité est très importante pour gouverner. On a montré que l'absolutisme en France, il se met en place aussi par le contrôle de l'impôt, par le fait que les rois arrivent à prélever l'impôt et contrôlent cette fiscalité. Donc, c'est vraiment une question importante que de savoir qui décide de l'impôt. En Angleterre, seul le Parlement peut décider de l'impôt. Mais au cours du XVIe siècle, d'abord sous les Tudors, puis sous la dynastie des Stuarts, le système absolutiste se met en place. Alors pour préparer ce chapitre, vous aurez à compléter la fiche de travail que je vous ai mis dans votre cahier de texte, avec notamment l'analyse, les questions posées sur ce tableau, avec en appui une vidéo que vous aurez à regarder. Donc répondez aux questions sur la vidéo et sur ce tableau. De quoi s'agit-il? Il s'agit du roi. Le roi Charles Ier Stuart. Il règne de 1625 à 1649 et ce roi est très inspiré par la monarchie de Louis XIV et il va même cesser de convoquer le Parlement. Il croit fermement que l'obéissance au roi doit être totale parce qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre et qu'il n'a donc pas à demander la permission pour lever de nouveaux impôts. Mais Charles Ier ne peut pas longtemps gouverner en monarque absolu parce que sa politique est très brutale et en particulier en matière religieuse. Il prend des mesures contre les puritains. C'est une des branches de la religion protestante. Il prend des mesures contre les puritains, or, dans le Parlement, il y a de nombreux puritains. Il prend aussi des mesures contre l'Église d'Écosse. Et tout cela provoque une guerre, provoque des guerres qui ont pour conséquence, à chaque fois qu'on fait la guerre, ça coûte de l'argent, qui ont pour conséquence des difficultés financières. Et qui dit difficultés financières dit obligation de lever de nouveaux impôts. Et pour lever de nouveaux impôts, le roi n'a pas d'autre choix que de convoquer le Parlement. Donc on observe une opposition entre le roi, qui va lever une armée, qu'on va appeler les cavaliers, et le Parlement qui va lever une autre armée, qu'on va appeler les têtes rondes. Tout cela se transforme en guerre civile, et le roi est défait lors de cette guerre civile, il perd les batailles, il est capturé, il est jugé coupable de trahison et décapité publiquement devant Westminster en 1649. Après la chute de cette monarchie, vous avez un intermède, une république, mais qui est une véritable dictature républicaine dirigée par Cromwell. Mais à sa mort, très rapidement, la monarchie est restaurée avec à sa tête Charles II, puis son fils Jacques II qui succède à son frère en 1685. Vous avez ici le document qui montre justement ces dynasties anglaises avec Charles Ier qui est anglican mais contre les puritains et lui succède, et ça va être une partie du problème, Charles II, son fils, qui lui est anglican certes, mais converti au catholicisme. Et son fils Jacques II le sera aussi catholique, et cela pose un véritable problème pour les Anglais qui sont des anglicans, qui sont des protestants, donc qui refusent d'avoir à leur tête un roi catholique. De plus, ces deux rois, Charles II et encore plus Jacques II, sont très attirés par l'absolutisme de Louis XIV, sont en lien avec Louis XIV, ont des rapports très cordiaux avec Louis XIV, et donc les tensions religieuses et la tentation croissante d'une pratique absolutiste du pouvoir conduit le Parlement
à faire appel à un autre roi qui va faire partie de la même famille, du moins par l'épouse, la famille des Stuarts. La fille de Jacques II, Marie II, a épousé Guillaume d'Orange, qui est à la tête des Provinces-Unies. Il est un protestant, il accepte de se convertir à l'anglicanisme, sa femme Marie II est anglicane, donc les parlementaires, de hauts dignitaires de l'État anglais se rapprochent d'eux. Guillaume d'Orange débarque et marche sur Londres. Il n'y a pas de guerre véritablement. Jacques II provoque la fuite. Finalement, il va se réfugier à la cour de Louis XIV. Il va rejoindre la France. C'est donc cette glorieuse révolution qui est en marche avec Jacques II, qui est remplacé par Guillaume III d'Orange, sans véritable guerre civile, sans effusion de sang, même s'il y a eu quand même quelques révoltes, et il y a eu quand même quelques problèmes, mais finalement cette glorieuse révolution est beaucoup plus paisible que la première qui avait conduit à l'exécution du roi Charles Ier. Découle de ce changement de dynastie et de ce changement de roi, la rédaction de 2 textes de loi exemplaires qui vont garantir au sujet du roi leurs droits fondamentaux dans un système politique qui est désormais figé et dans lequel le Parlement aura l'essentiel des pouvoirs. 2 textes importants, l'Habeas Corpus, qui est rédigé en 1679, qui est un premier texte de loi rédigé par le Parlement. L'objectif de ce texte est de limiter l'arbitraire royal. Ce qu'on appelle l'arbitraire royal, c'est l'idée que le roi ne pourra plus faire selon son bon plaisir. Il ne pourra plus arrêter quelqu'un parce qu'il le veut. Il devra respecter la loi et n'arrêter quelqu'un que si il a commis une infraction par rapport à la loi. Donc ce texte d'Habeas Corpus établit en détail les conditions dans lesquelles doivent être réalisés les emprisonnements. Il fixe une nouvelle procédure juridique pour éviter les arrestations sans fondement. Le deuxième texte important, c'est la Déclaration des droits, Bill of Rights en anglais, un texte qui date de 1689 et qui délimite les droits individuels et collectifs dans la société anglaise et fixe aussi les règles du fonctionnement politique. Cette déclaration des droits, elle respecte les demandes, les droits du peuple. Elle énonce des droits et des libertés que les monarques, les souverains, les rois, les reines doivent absolument respecter. C'est une sorte de contrat de société, comme l'ont conçu des philosophes anglais comme Locke par exemple, qui avait lui-même traité de ce qu'on appelle le gouvernement civil. Pour lui, le fondement du gouvernement devait émaner du peuple. C'est le peuple qui devait décider et non pas le roi qui devait imposer à son peuple. Donc la loi s'impose au roi et le Parlement détient la réalité du pouvoir. Les libertés fondamentales, liberté d'expression, liberté de pétition, liberté de droit de vote sont définitivement instaurées. Et donc vous avez un pouvoir qui est totalement différent, un régime qui est totalement différent de la monarchie absolue française. Alors que dans la monarchie absolue française, le pouvoir vient du roi, découle du roi. On a un pouvoir descendant. Le roi décide, le Parlement de Paris enregistre et n'a pas d'autre choix que d'enregistrer, le roi pouvant même lui imposer l'enregistrement. Du côté des institutions anglaises, au contraire, le pouvoir vient d'en bas, vient du Parlement. Alors quand même, notons qu'on est loin d'être dans une démocratie véritablement, puisque le suffrage, vous pouvez le voir tout en bas, est un suffrage censitaire, c'est-à-dire que seules les populations les plus riches peuvent être élues et peuvent voter. Vous n'avez que 4% de la population qui peut dans les faits voter. Donc on est loin encore d'une démocratie. Seules les élites aristocratiques et bourgeoises exercent
le pouvoir. À bientôt!